plaisir d'accueillir Rémi Bertrand, qui est né à Charleroi. Il y a pas mal de Carolo ce soir. Il est l'auteur de romans et d'ouvrages ludiques sur la langue française qui ont rencontré un large public, notamment dans la collection Point, Le goût des mots. Alors je saute parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Tu as aussi consacré, et moi j'en suis pas indifférent, un essai sur l'œuvre de Philippe Delerme, sur lequel on se rejoint souvent. Tu es aussi coordinateur éditorial chez Deboug et éditeur chez Edern. Alors, forcément, commençons par le titre, que j'aime beaucoup, Poil de cul-roux. Quand on choisit un titre comme ça, on est aussi dans le ludique et aussi dans le double sens. Enfin, je te laisse répondre. Partons du titre. Mais le titre, il m'est vraiment tombé dessus. J'étais sur l'oreiller, j'étais en train de m'endormir et Poil de cul-roux. J'avais pas encore commencé, donc j'avais pas écrit une ligne. Et tout est parti de là. Tout est parti de là. Et c'est devenu une urgence, en fait. Très concrètement, matériellement, j'ai écrit en 2021 ce texte. Et j'avais pris un mi-temps. Je travaille dans l'édition scolaire, comme Alexandre l'a dit, chez Deboug, qui est devenu Vanine. Et j'avais décidé de me consacrer à l'écriture, enfin de me reconsacrer à l'écriture pendant un certain temps, mais j'avais pas de projet. Enfin, j'avais d'anciens projets, donc j'ai repris des vieilles choses pendant quelques semaines. Et puis du jour au lendemain, ce titre m'est tombé dessus, donc j'ai tout lâché, toute affaire cessante, et je me suis lancé dans ce projet. Alors avant que le titre me tombe dessus, il y a quelques semaines avant, il y a autre chose qui m'est arrivé comme une déflagration, c'est que j'ai découvert en me regardant dans le miroir comme tous les matins que j'avais des poils blancs dans ma barbe, que j'ai d'abord pris pour de la peinture parce que j'étais en train de faire des travaux de peinture. Mais un roux qui a des poils blancs. Voilà, et en fait ça a vraiment été une déflagration. Dans le sens où j'ai réalisé à ce moment-là, non pas que j'allais avoir des poils, enfin que j'allais être blanc ou gris comme tout le monde, mais que j'allais perdre ma rousseur, qui avait jusque-là été mon identité, malgré moi. Oui. Voilà le point de départ. Voilà, alors justement, parce qu'il y a parfois des titres qui sont un peu trompeurs, on arrive vite... Dans des profondeurs, avec cette thématique du roux, mais qui part dans plein de directions, jusque dans la Bible. Et donc, c'est important pour les personnes qui ne l'ont pas lu, à ce stade de l'entretien, de parler de profondeur. Mais forcément, c'est une de mes premières questions. On pense à Poil de carotte de Jules Renard, qui a laissé un journal formidable, mais aussi Poil de carotte. Et maintenant, si tu peux nous parler du lien avec ton livre. Et donc tu fais bien dire qu'il y a beaucoup de profondeur, en fait, même derrière le titre un peu léger. Oui, c'est ça. Parce que la première partie de mon chantier d'écriture n'a pas été l'écriture, a été la lecture d'innombrables ouvrages, certains que je connaissais de titre, d'autres que je ne connaissais pas encore. Mais parmi ceux que je connaissais de titre sans les avoir jamais lus, il y avait notamment Poil de carotte. Paradoxalement, j'avais jamais lu Poil de carotte. Enfin, c'est pas vraiment paradoxal. Volontairement, je n'avais jamais lu Poil de carotte parce que je pense que, comme la majorité des personnes, je pensais que Poil de carotte était l'histoire d'un gamin qui en bave parce qu'il est roux. Et donc je m'étais arrêté à cette idée qui n'est pas qu'une idée, parce que rapidement je fais des petites recherches sur internet à gauche à droite, et en fait très souvent Poil de carotte de Jules Renard est présenté de cette manière-là, alors que même chez les éditeurs. Donc j'ai lu Poil de carotte et j'ai découvert que la rousseur
n'est pas le sujet de Poil de carotte. Exactement. Pratiquement, on ne parle de rousseur que dans le sobriquet, en fait. Mais je peux vous dire ce que c'est Poil de carotte, ou alors je vous laisse découvrir. Je ne vais pas spoiler. Mais ça ne parle pas de rousseur. Donc, Poil de carotte, le lien est évident avec le titre avec mon titre, mais en effet, tu as évoqué la Bible, je pense, tout à l'heure. Oui. Mais j'ai en effet dû lire, oui, ça a été de la Bible, en effet. Alors, j'ai pas lu toute la Bible, mais quand même des parties assez précises. Tu parles de Sartre aussi à un moment, oui. On en Sartre, reparlera. que j'avais déjà lu, mais c'est pas le livre dont je parle. Zola, ça va dans... Enfin, ça c'est pour ce qui est classique, mais ça peut aller jusqu'à Harry Potter, ou voilà, des choses plus contemporaines. Oui. Donc il y a eu, je pense que ça m'a pris au moins 6 mois de... Et donc j'y consacrais 2 jours et demi. Et je ne faisais que de la lecture pendant ces 2 jours et demi. Lecture et prise de notes, bien sûr, pour constituer un dossier. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire des fragments. Enfin, j'ai aussi une écriture un peu par instantanée, mais d'une certaine manière. Oui. Et, enfin, des petits tableaux, en tout cas. Chaque chapitre est une sorte de petit tableau qui se suffit à lui-même, quelque part. Et voilà, j'ai déroulé l'écriture pendant quelques mois aussi. Alors, une question vraiment importante, d'ailleurs je la reprends dans l'article « Notre entretien dans nos lettres ». La voici. Dans ton histoire, nous passons en revue les effets indésirables et désirables de la rousseur, ou disons de la différence. Ça, je trouve, c'est un axe important dans ton livre, parce que le roux, la discrimination ou le focus qu'on fait sur lui, c'est aussi, voilà, il est différent, mais il y a tellement de personnes différentes, ça va d'un handicap à une religion ou à une couleur de peau. Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que pour toi, justement, rapidement, quand tu as commencé à parler de ton sujet, tu t'es rendu compte que le roux, c'est presque un symbole des différences, on braque sur ça, que ce soit dans la cour de récréation ou à l'UNIF, quoi. Oui, j'ai très vite perçu que mon sujet, c'est la rousseur, parce que c'est un cas particulier, mais en fait, ça concerne toutes les minorités ou voilà, toutes les différences. Alors j'ai toujours su que la rousseur était une différence, ça je l'ai quand même perçu d'emblée. Très tôt dans ta vie. Mais j'avais pas théorisé les choses que je suis amené en fait à théoriser, pas par moi-même, mais par la découverte justement des réflexions sur la question juive de Sartre, que d'autres ont découvert avant moi en fait en faisant des recherches sur la rousseur. Donc je suis pas le premier. Parce que la rousseur en tant que sujet, en tant que domaine d'investigation, le premier essai sur le sujet, c'est 1985, donc il y a 40 ans. Donc c'est quand même un domaine de recherche assez récent. Donc il existe 4 ou 5 livres assez pointus sur le sujet. Et justement, là, moi j'avais justement envie pas de refaire la même chose, ça n'aurait pas eu d'intérêt. Mais d'en faire un roman, entre guillemets, parce que vous voyez, d'après ce que j'ai déjà dit, que c'est à la fois une recherche documentaire et puis sans doute une introspection. Et c'est pas une fiction en tant que telle, on n'est pas dans l'imaginaire, mais c'est quand même pour moi un roman. Et c'est en l'occurrence le roman de la rousseur. Et ça, ce livre n'existait pas en fait. Si je l'avais trouvé, et j'aurais aimé le trouver, mais il y a 25 ans en fait, quand j'étais adolescent, et j'aurais pas dû l'écrire. Donc la différence, c'est évidemment le cœur du propos. Et les idées reçues. Les idées reçues. Qui rentrent en nous de façon semi-consciente. Oui, et donc alors des idées reçues sur la rousseur, j'en connaissais parce que j'en ai forcément subi quelques-unes, mais j'ai découvert d'autres idées reçues à travers d'autres témoignages. Et j'ai découvert du coup l'historique en fait. Alors c'est impossible de retrouver l'origine de chaque idée reçue, parce qu'il y a un moment donné où les sources manquent,
Mais si on en prend une, il y a une idée qui est que autrefois, déjà c'est très vague, on brûlait les roues. Voilà, on entend ça, oui, mais vous brûlez. Alors on brûlait les roues et on brûlait les rousses aussi, qui étaient des sorcières. Voilà. Alors cette idée reçue, alors c'est pas un stéréotype, mais c'est une idée reçue, elle remonte quand même à l'Antiquité égyptienne, donc on est il y a 5000 ans en fait. C'est dingue. Mais si on creuse un petit peu, on se rend compte comment une telle idée a pu se répandre et a perduré jusqu'aujourd'hui. Voilà. En fait, parce que au fil des époques, il y a des personnalités qui confortent et confirment ces idées, et qui quelque part les valident, peut-être par paresse intellectuelle aussi, si je parlais de Zola tout à l'heure, il en fait partie. Mais si on prend l'idée dont je parle, on brûlait les roues, Voltaire, Montesquieu, XVIIIe siècle, il rapporte ses propos en se basant sur Plutarque et Diodore de Sicile, qui eux sont, alors on est quand même un peu avant, 1er siècle, avant et après Jésus-Christ, qui eux-mêmes fondent leurs propos sur un certain Manéthon, qui est du 3e siècle avant Jésus-Christ. Problème, Manéthon, on n'a rien conservé de son œuvre. En fait, on n'a que des propos rapportés, mais on n'a pas l'œuvre originale, des fragments. Et en plus, si on y réfléchit un petit peu, Manéthon, 3e siècle avant Jésus-Christ, on parle de faits qui sont 3000 avant Jésus-Christ. Donc, quand bien même on aurait cette source-là, c'est comme si aujourd'hui, je vous affirmais quelque chose qui s'est passé 7 siècles avant Jésus-Christ en disant « c'est vrai, je ne suis absolument pas une source fiable ». Voilà, c'est vraiment un exemple qui montre comment... oui, tu passes d'Aristote à Balzac, enfin c'est vraiment... Et Balzac, pour le coup, alors là c'est un autre aspect qui ne concerne pas la rousseur en particulier, mais c'est une pseudo-science dont je n'avais jamais entendu parler, ce qui est la physiognomonie. C'est déjà difficile de dire le mot physiognomonie, qui en quelque sorte, pour résumer ça, ce serait une science qui qui attribue aux hommes les caractères moraux présumés des animaux auxquels ils ressemblent physiquement. Là, alors ça paraît complètement invraisemblable cette histoire, mais pour le coup, si je ne dis pas de bêtises, c'est une pseudo-science qui est née 4 siècles avant Jésus-Christ, qui a perduré tout au long des siècles, jusqu'à culminer au XIXe siècle, au point que... alors il y a un de ces pseudo-scientifiques qui s'appelle Lavater, qui a écrit, je ne sais plus, un truc en 10 volumes sur le sujet, donc avec des dessins, le renard, le blaireau, enfin tous les animaux possibles et imaginables. Et cette Bible en 10 volumes a inspiré plus qu'inspiré des romanciers comme Balzac, quoi. Donc, voilà. Ça, j'ai appris en te disant. Et j'ai découvert tout ça, en fait. Oui, et donc, quelque chose qui me touche, moi j'étais... par rapport aux animaux, dans mon enfance, j'avais un grand-père en Sicile qui élevait des chevaux, et il avait un rapport, j'avais 8-9 ans, un rapport très particulier avec les chevaux, sa façon qu'il avait de les approcher. Et tu dis bien que les clichés sur les rousses sont aussi fixés sur les animaux. Je trouve que c'est un aspect du livre. Moi, ça m'a touché parce que on voit à quel point ça peut dériver jusque sur les animaux. C'est en fait, dans les contes, enfin oui. Ah oui, mais au départ, d'après les découvertes que j'ai faites, que d'autres ont faites, les clichés liés à la rousseur se sont d'abord fixés sur les animaux, en fait. Voilà. Avant d'être transférés Par exemple, les écureuils, ou plutôt les renards. Mais prenons le renard, parce que là, c'est typiquement l'animal emblématique de la rousseur. Jules Renard. Et en plus, Jules Renard. Et en plus, attention, le livre est sorti il y a un an et demi. C'est la première fois que je vais le dévoiler. J'ai écrit le texte très souvent. Alors, je change de chaussettes quand même tous les jours. Mais j'avais une paire de chaussettes fétiches que je porte aujourd'hui. Ce sont des renards. Pourquoi ? Alors, parce que Jules Renard, parce que le renard dont je vais un petit peu parler, mais aussi parce que j'ai découvert que mon anagramme
j'en ai sûrement plusieurs, hein, mais c'est renard timbré. Et ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. Renard timbré. Alors, le renard en particulier, avant de penser à sa rousseur, on lui attribuait la ruse, la tromperie, enfin voilà, tous ces vices. Oui, c'est ça. Ensuite, ces vices ont été transférés à sa couleur, en fait. On a comparé les hommes aux renards dans un premier temps, juste sur la base de ses vices. Et puis il y a la couleur qui s'est greffée, en fait, tout simplement. Donc voilà, le cliché, il porte d'abord sur l'animal, en fait, dans ce cas-là. J'aimerais bien que tu nous parles tout de même de ta rencontre, d'abord intellectuelle, avec Philippe Delerme, parce que nous, on dispose de peu de temps, mais ça se passe comment? Tu rentres dans une librairie, tu tombes sur la première gorgée de... Même pas. Non. En fait, c'est à la fois incroyable et très classique. C'est mon mémoire de licence à l'époque. On ne dit plus ça aujourd'hui. Donc j'ai consacré mon mémoire de romane à Delerme, que je ne connaissais même pas comme auteur. En fait, je cherchais des auteurs qui consacraient leur œuvre, leur écriture au quotidien, au sens large. Donc je pensais à Colette Nice-Massure chez nous, par exemple, à Christian Bobin. Célébration du quotidien. Philippe Delerme. En fait, je ne sais plus comment le nom de Philippe Delerme est arrivé, mais je ne le connaissais pas comme auteur à l'époque. Et donc, peut-être que j'en ai lu plusieurs auteurs, et que j'ai finalement opté pour ne travailler que sur ses œuvres à lui, et pas, sinon ça devient une thèse de doctorat. Mais du coup, et en plus, je n'ai pas commencé par la première gorgée de bière. Je ne sais plus exactement, mais je pense que j'ai plus ou moins suivi l'ordre chronologique de ses publications, puisque La Gorgée de bière, c'est en 97, et il publiait déjà depuis 10 ou 12 ans, donc il y a quelques romans avant quand même. Oui. Et voilà, et donc ça s'appelle Philippe Delerme et le minimalisme positif. C'est pas forcément le titre que je donnerais encore aujourd'hui. Enfin, voilà, minimalisme positif, ça parle quand même à tout le monde. Je pense que tout à l'heure, tu as d'ailleurs parlé, dans un des extraits, je cite de mémoire, mais de trouver la joie dans l'abondance du peu. Oui. Voilà, ça résume un peu le projet minimaliste. Et je suis toujours resté attaché, comme toi d'ailleurs, à Delerme, qui continue à publier très régulièrement. Oui. Et alors, on parlait de Delerme, et il y a aussi Jean-Louis Fournier, qui... Oui. Mais parce qu'il y a un aspect dans ton livre qu'il faut absolument relever, c'est justement des mots qui sont parfois très hauts en couleur, pittoresques, des aphorismes, de la vigueur, de la truculence et de la drôlerie. C'est aussi un aspect du livre qu'il faut souligner. Mais Jean-Louis Fournier, là je me dis encore, il n'y a pas de hasard, c'est quelqu'un que j'ai pas mal lu aussi. Tu peux nous en parler là, Oui, je dis explicitement que c'est mon écrivain préféré. J'espère que je n'ai pas vexé Philippe Delerme du coup. Mais j'explique pourquoi. En fait, c'est mon écrivain préféré. Beaucoup chez lui. Voilà. Ouais. Mais en plus parce que je n'ai pas encore tout lu de Jean-Louis. Je parviens à lui résister, donc je le lis. J'en ai lu quelques-uns, mais je pense qu'il m'en reste des dizaines à lire. Et donc je me réjouis, parce que quand je pense à tous les livres de Jean-Louis Fournier qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux. C'est une paraphrase de Jules Renard, si ce n'est que voilà. Mais ce que j'aime chez lui, c'est la construction de ses textes, en fait, parce que de nouveau, il n'est pas dans l'imaginaire, il prend n'importe quelle thématique et il empile les petits chapitres. Je dis bien, il empile comme des briques de Lego, en fait. Et moi, je me retrouve vraiment dans ce type d'écriture où chaque brique, chaque chapitre se suffit presque à soi-même. Donc, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai vraiment travaillé. Chaque chapitre fait parfois de 1 à 2-3 pages, mais ça forme un ensemble, quoi. Est-ce qu'il y a des passerelles entre ce que tu viens de dire et les choix que tu fais en tant qu'éditeur chez Delerme, chez Edern, chez Edern, pardon, excuse-moi, où tu es impliqué, précise un peu pour ceux qui ne savent pas,
qu'est-ce que tu fais exactement? Je ne sais pas si tout le monde connaît Edern déjà. Je crois que beaucoup de gens tout le monde commence à le Edern. connaître. Donc on est, enfin je dis on, mais je ne suis pas très impliqué dans l'équipe. On est une vingtaine d'éditeurs. Enfin, c'est une toute jeune maison qui a 2-3 ans, mais qui fonctionne sur le modèle de la coopérative, quelque part, où des auteurs accompagnent d'autres auteurs. En plus, je parle sous surveillance ici. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Dans plusieurs domaines, la poésie aussi. Et donc, je pense qu'on a une vingtaine d'auteurs à accompagner d'autres auteurs. Chacun travaille selon ses disponibilités. En ce qui me concerne, j'ai accompagné 3 livres jusqu'à présent, donc c'est quand même assez modeste. C'est pas mal déjà. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que chaque accompagnement prend du temps, voilà. Et notamment un de mes auteurs, mais une plume, comme on dit chez Edern, qui est Bertrand, qui a déjà, je pense, présenté le livre qu'il a publié chez Edern, il l'a présenté ici même. C'était donc le nouveau Michel H. Donc moi aussi, celui-ci est publié chez Edern. Donc j'ai moi-même été accompagné par un autre auteur, en l'occurrence Vincent Engel. Et je ne sais plus ta question à la base. Et justement, si dans tes choix, tu crois... Par rapport à Delerme, en fait, non. Non, il n'y a pas de lien. Mais évidemment, si je reçois ce genre de texte, j'y serai particulièrement attentif. Je ne sais pas si tu as prévu un extrait, mais moi j'aimerais bien que tu lises celui-là ou un autre, enfin, juste pour qu'on sente un peu comment la musique dans tes mots là. Enfin voilà, tu vois. 66. En fait, si c'est possible, contextualiser ou en lire un autre. Hein. J'ai 2 extraits, je ne sais pas si j'ai le temps. Il y a des photos de notre Rémi tout gamin dans le livre. L'extrait que tu proposes concerne Sartre. Oui, mais tu peux choisir autre chose. Non, je peux le lire parce que... C'est pour le rythme des mots, ce sont des phrases très courtes. Oui. Et ça rejoint le propos justement sur l'altérité, la différence et voilà. Ce qu'on disait au début. Il y a un parallèle évident avec réflexion sur la question juive. Oui. Et vous allez voir que selon moi, Sartre a tout bon, enfin a tout faux et tout bon en fait. Il a tout faux pour les juifs ou presque tout faux, mais il aurait eu tout bon pour les roux, avec les mêmes phrases en fait. Je réfléchis beaucoup ces jours-ci. Trop, me dit ma femme. Faut que je me surveille, des fois que je me prendrai pour un philosophe. Remarquez, je ne suis pas Sartre. J'ai sur lui un avantage. Je ne fais pas que réfléchir, je parle en connaissance de cause. Dans ses réflexions sur la question juive, Jean-Paul ne commet qu'une erreur, il se trompe de sujet. Après avoir dressé le portrait de l'antisémite, il propose celui de ses victimes. Les juifs ne sont juifs que par et pour les autres. À force d'être traités comme tels, ils finissent par se conformer à l'idée que les autres s'en font. Je cite, « C'est l'antisémite qui crée le juif ». Or, si on peut contester le raccourci à l'égard des juifs, dont la culture et la communauté valent par elles-mêmes, on le pressent. Cette définition en creux s'applique à merveille aux roux, dont il n'existe ni culture ni communauté. Le roux n'a pas été expulsé, il ne communie avec personne autour d'une quelconque perte originelle connue, ni diaspora, ni terre sainte, d'état refuge, encore moins. Personne et nulle part où aller, ni réconfort, ni abri. Les auteurs de Rouquin-Rouquine, l'essai qui a été publié en 1985, les auteurs de Rouquin-Rouquine, auxquels les suivants font chorus, m'ouvrent les yeux. Le roux n'existe pas, les autres l'ont inventé. Révélation. Je m'aperçois que cette thèse n'est que la théorisation d'un vécu que je n'avais jamais formulé. Quoique, n'est-ce pas le sens des tout premiers mots de mon enquête, que je vais citer de mémoire ? Je suis roux, je le sais, on me l'a dit. Pas la peine de vous prévenir, je suis de mauvais poil. Je savais donc cette thèse avant de la lire. Tout ce qu'on lui attribue, le roux finit par l'intégrer. Il ignorait sa rousseur, les autres ne l'identifient que par elle, dont il décrète tout savoir et ne savoir que du mal. Si ceux-ci n'étaient pas là pour le lui apprendre, quel roux aurait conscience de l'être ?
Ainsi désigné, le roux participe à le devenir au mieux. Le roux agit en roux. À force de s'entendre dire qui il est, il se comporte inconsciemment comme tel. Le roux reçoit un rôle. Et au fond, s'il s'applique malgré lui à y correspondre, n'est-ce pas que le rôle lui correspond ? Les directeurs du casting se félicitent. Se forme alors, au-delà de l'individu, une identité rousse partagée, que tous perçoivent, sauf les roux. Ainsi naissent non seulement le roux, mais aussi les roux, une étrangeté collective exclusivement ciblée par des frappes individuelles. Pour les roux, le bigleux a vu clair, m'est avis que pour les juifs, pardon. Pardon quoi ? Je continue ? Oui, vas-y jusqu'à... Pardon quoi ? Ça chauffe sous le capot. Certes, le juif ne surgit pas ex nihilo à l'instar du roux, mais le résultat est le même, les autres font de chacun un épouvantail. On a vu comment, à quelle nuance près. Mais sait-on pourquoi ? Si la manière diffère de peu, la motivation est la même. C'est le point de départ de la démonstration sartrienne, le portrait des tortionnaires, qui lui ne souffre aucune contestation. Je le perçois seulement d'une portée plus large. La fabrique de l'autre par les autres. Qu'il soit juif ou roux, l'autre leur est vital. Pour exister soi-même, on a besoin d'un ennemi. Est-il juif, est-il roux ? Ce n'est pas la question. Jean-Paul le sait pertinemment, mais on ne va pas chipoter pour un titre. Pourquoi l'autre ? Parce que les autres. Encore avec ça, s'inquiète ma femme. Trop, c'est trop. Elle a raison. J'ai beau encore réfléchir, je n'en pense pas moins. Voilà. Nous sommes tous les deux montois d'adoption, hein. Tu es né à Charleroi, mais donc j'espère qu'on ne va pas mettre une perruque rousse sur notre singe de l'Hôtel des Villes, ça sera très mal pris à mon sein, il ne faut pas toucher le singe. Hein. J'ai terminé par un aphorisme, on peut appeler ça, je trouve ça très bien. Moi, rancunier ? J'aimerais pouvoir dire, comme Renard, ou tous ceux à qui l'on attribue cette citation, « J'ai une très bonne mémoire, j'oublie tout. J'en ai une très mauvaise, je n'oublie rien de ce qui ne s'oublie pas. » Voilà, merci. En fait, j'avais prévu un petit extrait supplémentaire que je ne peux lire qu'ici, si vous me permettez 2 minutes. Il n'est pas très long. Ce serait un sacrilège de ne pas le lire. Hop. Il était là. Voilà. Pas facile déjà de se faire une place en librairie quand on est un écrivain belge. Mais un écrivain belge roux. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. J'ai beau chercher, je ne vois pas. À moins que, en forçant un peu, Amélie, après tout, qu'en sait-on avec son chapeau ? Toussaint, sans un cheveu, comment savoir ? Non, pas me faire d'illusions. J'ai quand même un dernier espoir. Plutôt qu'en librairie, je vais voir au Panthéon, les deux n'étant toutefois pas incompatibles. Stupéfaction, ils y sont, au refuge des plus grands. Au refuge, j'aurais dû y penser. En littérature, tout commence par la moustache. En rousseur, tout y finit quand le reste a blanchi. Émile Verhaeren la porte démesurée à la gauloise. On l'a dit, dorée, je la vois rousse. Mais les cheveux gris ne trahissent rien de leur couleur d'origine. Je m'en contente, attiré déjà par une autre. Georges Rodenbach l'adresse plus élégante et sous une authentique tignasse. Cette fois, je tiens le bon bout. Mais cette pose devant les canaux, la palette du peintre est-elle restée fidèle au poil de l'auteur de Bruges-la-Morte ? Soudain, Camille Lemonnier. Pas davantage de photos en couleur, mais en plus de l'inévitable moustache, des mots. Qui le sait ? On le décrit poilu comme un dieu, au cou de taureau et au masque de dogue roux. Je cite, « Le poil est roux et rousse est la chair de cette rousseur d'orge mûre que recherchait Rubens et qui enthousiasmait Delacroix. » Mais pardon, qui d'abord le connaît ? En dehors des cénacles, Lemonnier est au mieux un boulevard homonyme de Bruxelles. Pourtant nommé maréchal des lettres, il fut si grand qu'on lui colla le nom de Zola belge.
à défaut de qualifier l'autre de l'aumônier français. Plutôt que de voir en chacun le roi du naturalisme dans son pays, la critique ne défendit qu'un trône. Et pour ne rien arranger, le maître et le maréchal entreprirent en même temps le même roman. Commencé avant Germinal, Abcher fut coiffé au poteau en librairie et le Monnier cloué au pilori. Son sort de plagiaire fut scellé. Petite frousse pour le grand Frouze. Il est temps de mettre tout le monde d'accord. Émile n'arrive pas à la moustache de Camille. Et pour cause, le Monnier, c'est Zola sans nana. Autrement dit, sans erreur de parcours. C'est vrai que je n'ai pas parlé de nana, mais voilà. Ce qu'il en coûte de ne pas mettre la rousseur au bon endroit. Mieux vaut l'arborer sur la tête que l'aborer dans un livre. Voilà. Merci.